Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir. Pour une justice transitionnelle, efficace et inclusive, c'est le nom d'un rapport remis hier à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Selon le document produit dans le cadre du projet Justice, Prévention et Réconciliation JUPREC, les victimes de la crise de 2012 sont impatientes d'être impliquées dans la recherche de la vérité. Quelles sont les conclusions de ce rapport? Où en sommes-nous avec le processus de justice transitionnelle au Mali? En quoi ce document pourrait-il servir la CVJR? Et pour en parler, nous sommes avec nos invités Abdoulaye Doucouré du JUPREC. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Commissaire Mamoutou Diabaté de CVJR. Bonsoir. Bonsoir. Madame Aïdara Amina Maïga, présidente du Conseil national des victimes. Bonsoir. Bonsoir. Drissa Traoré de l'AMDH et je suis Aliou Sidibé à la présentation. Le grand dialogue. Alors, pour introduire ce débat, nous allons écouter cette réaction de Maître Pascal Paradis, directeur général des Avocats sans frontières Canada. Il y a eu deux grandes parties à ce processus. Il y a eu des groupes de discussion dans les communautés affectées par le conflit, au nord, au centre et ici à Bamako. Et les personnes étaient généralement divisées en 4 groupes, donc les femmes, les hommes, les jeunes et les leaders communautaires. Et il y a eu par la suite des entrevues individuelles de personnes qui étaient choisies notamment sur la base des groupes de discussion. En tout, 3755 personnes ont participé à cette enquête et vous avez vu les boîtes. Toutes les réponses ont été systématisées, analysées, donc ce qui nous permet de dire que le portrait qui est présenté aujourd'hui, je pense, est assez fidèle. Le rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large de 5 ans qui s'appelle, connu ici sous le nom JUPREC, donc Justice, Prévention et Réconciliation pour les victimes du conflit, qui est mené donc par un consortium d'organisations. Alors, Abdoulaye Doucouré, vous, au niveau du JUPREC, quelles sont les conclusions de ce rapport? Ok, merci beaucoup, monsieur. Au fait, les conclusions se situent à 3 grands niveaux. Le premier niveau, c'est la perception des victimes sur la justice transitionnelle. Qui parle de perception des victimes sur la justice transitionnelle, parle aussi de mécanismes par excellence en matière de justice transitionnelle au Mali. Je vais nommer la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Donc, au-delà de ça, d'autres mécanismes, la question de la justice, la juridiction malienne, il en est question, comme tous d'autres domaines de mécanismes, notamment la commission d'intégration, la commission de mobilisation. Le deuxième niveau, c'est au niveau des attentes des victimes. Attentes dans la dynamique du processus de justice transitionnelle, tout comme les besoins. Je cumule ces 2 niveaux parce que, comme vous le savez, dans un cadre de la recherche de la vérité, dans un cadre global de la recherche de la vérité, les victimes sont consultées sur leurs besoins et sur leurs attentes pour matérialiser réellement leur voix dans le programme de réparation. Et comme en termes de résultats, près de 4000 victimes, précisément 3755 victimes ont participé à cette étude qui visait 4 cibles principales. La première cible, c'était des groupes de jeunes de moins de 30 ans, de hommes, femmes, de façon générale. La deuxième cible, c'était des femmes de façon générale, les femmes victimes. Troisième cible, c'était des hommes aussi. Et quatrième, à la fin, c'était des leaders communautaires, leaders de façon plus large, leaders religieux, leaders culturels, leaders administratifs, ainsi de suite. Donc voilà les 4 cibles qui ont participé dans une étude qualitative à travers des focus group. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi des questionnaires. Ces groupes ont été aussi individuellement interviewés à travers un outil questionnaire individuel qui a permis en tout cas d'avoir faire des confrontations, analyser leurs besoins et leurs attentes.
aussi, en termes de zones d'intervention, je dirais c'était dans toutes les zones chaudes du Mali, si vous me permettez de dire ainsi, parce que c'était dans la région de Tombouctou, de Gao, de Mopti, de Ségou, de Bamako, de Koulikoro. Quand on parle de Koulikoro, il s'agit évidemment du cercle de Kati, de la commune de Kalabankoro, aussi avec le quartier Sirakoro-Negetana où on a pas mal de victimes déplacées. C'est à cet effet qu'on parle de la région de Koulikoro, sinon pas la ville de Koulikoro. Voilà, en ces mots, je crois qu'on peut revenir sur... Tantôt, vous avez dit que le rapport s'est intéressé à quelques 3500 et quelques victimes, mais le nombre global de victimes, on peut l'estimer à combien environ? C'est ça que je disais, 3755 victimes ont été consultées. Oui. Réparties sur... Mais est-ce que cela couvre l'ensemble des victimes des événements de effectivement, 2012? le choix est justifié. Nous n'avons pas, comme on voit dans d'autres contextes où il y a expérimentation de mécanismes de justice traditionnelle. L'idéalement, c'est toutes les victimes qui sont intéressées par ce processus. Mais pour cette étude, c'était par système d'échantillonnage, c'était par choix aléatoire. Les scientifiques, les chercheurs savent de quoi je parle, parce qu'on ne peut pas tout consulter. C'est pourquoi on va dans une commune. On sait dans une commune, il y en a plus de 100 victimes, mais on dit, OK, on va choisir de façon aléatoire 100 victimes et puis essayer de traiter leur cas, et leur perception, leurs besoins et leurs attentes. C'est cette approche qui a été utilisée au fait. Alors, Haïdara Amina Maïga, vous êtes la présidente du Conseil national des victimes. Quelles sont les attentes des victimes? Je vous remercie d'abord parce que c'est une grande occasion pour nous, au moins de faire passer la voix des victimes. Parce que nous attendons beaucoup. Les victimes sont là et le besoin se présente. Parce qu'ils souffrent beaucoup dans leur âme. Et ce que nous attendons du gouvernement, comme hier avec le séminaire de la JPREC, on a mis un rapport au président de la CVGR. Donc, la CVGR va prendre toutes les préoccupations des victimes et les victimes seront impliquées dans le processus. Nous voulons que réparation soit faite parce qu'il y a beaucoup de victimes. Les cas sont différents et les besoins sont différents. Mais justement, du fait que les victimes ont des préoccupations différentes, est-ce que vous n'estimez pas que cela constitue des difficultés? Oui, cela constitue des difficultés. Vraiment, cela constitue des difficultés. Il y a beaucoup de difficultés au niveau des victimes. Par exemple, nous attendons qu'au moins on a parlé des réparations, que les réparations peut-être qu'elles soient collectives, individuelles, des réparations financières, des réparations psychomédicales, actions humanitaires, des AGR et même des monuments. Mais bien qu'il y a certaines victimes, même le fait de les écouter seulement, ils demandent le pardon. Donc c'est pour te dire que vraiment le besoin, il y en a beaucoup. Mais il a tantôt dit qu'on a pris quelques échantillons. Mais est-ce que vous, à votre avis, vous avez une idée du nombre total de victimes, une estimation globale quand même du nombre total de victimes des événements depuis 2012? Bon, les victimes depuis 2012 à nos jours, le nombre ne fait que s'augmenter. Parce qu'ils ont des programmes à leur charge et puis ils ont des moyens plus que nous en tant que victimes. Donc on ne peut que les appuyer du nombre qu'ils ont dit, sinon les victimes sont plus que ça, vraiment. Même le 1/3 des victimes ne sont pas consultées. Comme il l'a dit, c'est des échantillons. Okay. Alors, nous venons à vous, commissaire Mamoutou Diabaté, vous au niveau de la CVJR, où en sommes-nous avec le processus de réparation des dégâts à ce jour? Bon, merci beaucoup, M. Sidibé. En fait, je voudrais d'abord vous remercier quand même de cette opportunité que vous nous offrez pour parler des activités de la CVGR, surtout dans le domaine de la réparation. Comme vous le savez, le processus continue parce que nous sommes toujours dans le processus d'enregistrement des victimes au niveau des différentes antennes de la CVGR.
il y a certaines zones jusque-là qui n'ont pas encore commencé. Quand on prend la zone de Kidal, pour des raisons d'insécurité, l'antenne de Kidal n'a pas encore n'est pas encore fonctionnelle parce que le chef d'antenne est recruté mais qui est là. Et quand nous prenons les réfugiés, également les réfugiés n'ont pas encore fait leur déposition. Mais pour le moment, quand même, nous sommes à 7446 victimes qui ont déposé leur déposition. Et sur ce nombre, nous avons environ 150 victimes qui se trouvent dans un besoin urgent d'accompagnement. Parce que le rôle de la CVGR n'est pas de réparer. Le rôle de la CVGR, c'est de faire des recommandations et des propositions de réparation aux autorités. Mais nous nous sommes dit qu'on ne peut pas attendre la fin du mandat de la CVGR pour procéder à une recommandation qu'on puisse passer à la réparation. Mais on a dit qu'il y a des victimes qui sont dans un besoin, de façon que si ces victimes ne sont pas prises en charge immédiatement, leur situation, la situation va se détériorer. Donc ce qui fait, nous avons au niveau des différentes antennes des conseils appui aux victimes, donc qui travaillent avec les preneurs de déposition. Quand ils constatent des cas de traumatisme au niveau d'une victime, cette victime est directement prise en charge. Donc si ça nécessite un cas de référencement, donc ces victimes, après leur première prise en charge, la première aide qui est faite par les conseils appui aux victimes, ces victimes sont directement référées aux structures d'accompagnement. Parce qu'il y a des ONG qui sont sur le terrain, qui font l'accompagnement psychologique. Il y a des ONG qui sont sur le terrain, qui font également la prise en charge médicale. Donc, dans ces besoins urgents, nous avons seulement retenu ces deux aspects, l'aspect médical et l'aspect psychologique. Et c'est dans ce cas, nous sommes en train de faire des accompagnements. Et les 150 victimes qui sont dans un besoin urgent d'accompagnement, il y a déjà plus de 50% de ces victimes-là qui ont bénéficié d'un accompagnement psychologique, mais également d'une aide médicale. Donc, c'est après les prises de déposition que nous allons procéder à une enquête pour établir vraiment X et Y sont des victimes, parce que au niveau de la CVGR, nous avons un tableau qui définit qui est victime, qui peut ne pas être victime. Donc c'est les enquêtes qui vont quand même établir la véracité, n'est-ce pas, que X et Y, n'est-ce pas, sont des victimes. Et si là-bas de ça, il y a une évaluation et nous faisons une recommandation qu'on remet aux autorités qui procéderont à une réparation. La réparation, comme elle a si bien dit, ça peut être une réparation mémorielle des monuments, elle a si bien dit. Ça peut être une réparation, une compensation financière. Ça peut être la garantie de la non-répétition, par exemple les réformes qui seront opérées au niveau du gouvernement, parce qu'on ne sait pas si après les différentes enquêtes et qu'on constate que c'est les textes ou telle institution, la position de telle institution fait qu'il y a eu, n'est-ce pas, ces différents événements sur le terrain. Donc on va faire des recommandations qui peuvent aller à la réforme constitutionnelle, même à la réforme, également à la réforme institutionnelle. Ça, c'est pour garantir la non-répétition, mais aussi initier des programmes de développement. Parce que quand nous voyons certaines régions, vous savez qu'ils ne sont pas au même niveau de développement. Donc ça peut amener cette pauvreté, cette misère peut être aussi une raison, n'est-ce pas, des conflits sur le terrain et même de la rébellion sur le terrain, mais également l'impunité. Parce que même aujourd'hui, nous étions à l'hôtel Radisson avec Avocats sans frontières. Je crois que les gens ont beaucoup mis l'accent sur la question d'impunité qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes que nous connaissons qui tirent leur origine vraiment de l'impunité. Donc ça peut amener également des réformes à ce niveau. Il y a la question de satisfaction, elle a si bien dit. Il y a certaines victimes qui veulent seulement qu'elle soit reconnue comme victime. Et c'est largement suffisant. Cette satisfaction permet à la victime de pardonner, ou peut-être que
le bourreau, si le bourreau est là, qui présente ses excuses, ça aussi, ça peut amener à la victime, n'est-ce pas, de pardonner. Il y a également, comme autre critère, domaine de réparation, qui porte sur la restitution. Parce que nous avons fait des missions sur le terrain, nous avons constaté que dans certaines zones, au nord, il y a des gens qui ont été dépossédés de leurs terres et qui veulent qu'on leur restitue leurs terres. Donc ça, c'est une restitution. Des peuples qui ont perdu leurs bœufs, qui savent les bœufs se trouvent avec X ou Y, qui veulent que leurs animaux leur soient restitués. Il y a également les rétablissements. Donc il y a, par exemple, ces 4 besoins exprimés, 5 besoins exprimés par les victimes, qu'on peut trouver peut-être dans le rapport de JIPREC, donc qui peut faire l'objet d'une recommandation par la CVGR et transmis, n'est-ce pas, aux autorités pour envisager, n'est-ce pas, cette réparation. Comme vous le savez, il y avait eu en 2012 une loi d'indemnisation des victimes. Et cette loi d'indemnisation des victimes, nous sommes en train aujourd'hui, parce que ça a été élaboré dans l'euphorie et qui ne prend pas en compte toutes les victimes. Par exemple, ça prend en compte seulement les victimes des événements de Kati. Donc nous sommes en train aujourd'hui de travailler avec les partenaires à l'élaboration d'une politique de réparation. Et cette politique de réparation, quand on aura le rapport de JIPREC, ça va nous permettre vraiment d'avancer dans cette démarche, dans l'élaboration de cette politique et au finish élaborer une loi, n'est-ce pas, de réparation que nous allons peut-être transmettre aux autorités. Ok, mais vous avez tantôt signalé qu'il y a une centaine quand même de victimes dont la prise en charge quand même nécessite vraiment de l'urgence, d'aller vers l'urgence. Alors, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement quand même pour cette centaine de victimes jusque-là? Bon, en fait, j'ai dit qu'il y a eu une première aide au niveau des différentes antennes de la CVGR, parce que nous avons des psychologues qu'on les appelle le conseil appui aux victimes, qui sont au niveau des différentes antennes, qui font une première aide psychologique. Mais comme le nombre est très élevé, donc une seule personne ne peut pas assurer cet accompagnement. Donc nous avons répertorié toutes les structures qui sont au niveau des régions, qui interviennent, qui accompagnent psychologiquement et médicalement les victimes. Donc nous avons fait ce répertoire-là. Et nous avons également sollicité la mise en place d'une ligne budgétaire pour que les zones où il n'y a pas de structure de prise en charge, qu'on puisse commettre des consultants, qu'on puisse commettre des psychologues, qu'on puisse commettre, n'est-ce pas, des structures privées médicales pour accompagner. Donc il y a aujourd'hui sur les 150 environ, j'avais dit, il y a plus de 70 qui sont prises en charge déjà et accompagnées. Donc c'est ce travail qui est sur le terrain et nous, on les réfère directement aux structures de prise en charge. Comme par exemple, bon, à force, si je peux en oublier, donc je préfère dire que nous avons des partenaires qui sont sur le terrain, qui accompagnent déjà les victimes sur le terrain. Et quand nous constatons des cas de traumatisme au niveau d'une victime ou un cas de maladie au niveau d'une victime qui nécessite une intervention immédiate, et ces victimes sont directement référées à ces structures-là sur le terrain. Très bien. Donc je rappelle à nos auditeurs que ce débat porte sur la justice transitionnelle au Mali. Comment rendre le processus efficace et inclusif? Alors avec nos invités, nous sommes en train de le débattre. Abdoulaye Doucouré de JIPREC, commissaire Moussa Diabaté de la CVJR, Aïdara Amina Maïga, présidente du Conseil national des victimes, Drissa Traoré de l'AMDH. Justement, Drissa Traoré, vous, au niveau de l'AMDH, est-ce que vous pouvez nous rappeler globalement les 4 principales étapes de la justice transitionnelle, puisqu'on parle de justice transitionnelle? Je remercie une fois de plus les studios Tamani pour cette occasion. Et je voudrais aussi remercier JIPREC pour effectivement ces rapports qui quand même va certainement contribuer au travail de la CVJR et aussi au travail d'autres organismes qui luttent bien sûr pour une justice transitionnelle bien sûr appropriée. Et quand on parle des différents piliers de la justice transitionnelle, je ne ferai pas un cours, mais voilà, tout a été dit dans les rapports de JIPREC. On parle du besoin de la justice, on parle de la vérité, on parle aussi et surtout des questions de réparation. Il y a aussi la question des garanties de
non-récurrence. Et je voudrais, dans un premier temps, m'appesantir sur la question de la justice qui nous intéresse à plus d'un titre au niveau de la MDH, puisque nous sommes bien sûr, comme vous le savez, partie civile dans plusieurs procédures judiciaires par rapport aux violations graves des droits de l'homme commises pendant le conflit. Et aujourd'hui, on peut bien sûr estimer qu'il y a eu des progrès, mais cependant l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Mais avant d'en venir au progrès, mais quelles sont les étapes? Vous avez globalement parlé quand même des étapes. Quelles sont les étapes qui ont été franchies là où nous sommes présentement? Oui, justement, j'allais en venir, puisque déjà, vous le savez, en juillet 2012, l'État malien, à travers les autorités judiciaires, donc, a ouvert des procédures, une quarantaine de procédures judiciaires pour effectivement permettre aux victimes d'accéder à la justice et de lutter contre l'impunité. Ça, c'est pour répondre au pilier de la justice traditionnelle relative à la justice, droit à la justice. Et à ce niveau, certes, certaines victimes ont pu accéder à la justice, bien sûr, dans des conditions souvent très difficiles. Et oui, je vais même me permettre de citer un passage du rapport de JPREC, là où il parle un peu de la méfiance, voire la défiance de certaines victimes vis-à-vis de la justice. Et à l'époque, je me rappelle très bien, quand on avait rencontré le procureur général de l'époque, il nous avait dit que les victimes ne venaient pas porter plainte. Parce que tout simplement, il y avait cette méfiance, voire la défiance de certains justiciables vis-à-vis de la justice. C'est pourquoi nous avons rappelé souvent à l'État cette nécessité absolue de créer, bien sûr, cette confiance. Et cette confiance ne pourrait être créée qu'à travers, bien sûr, une bonne distribution, bien sûr, de la justice. Et à ce niveau, je disais, bien sûr, au départ qu'il y a eu des progrès, mais que beaucoup reste à faire. Donc la justice demeure en proie, bien sûr, au contexte sécuritaire qui se dégrade du jour au jour. Et la justice malienne également est heurtée, bien sûr, à des enjeux politiques. Donc on ne va pas revenir sur les libérations qui ont été faites, mais il faut quand même souligner qu'à ce stade, on peut bien sûr dire que les victimes n'ont pas pleinement pu, bien sûr, recouvrer tous leurs droits à la justice. Donc qui dit droit à la justice, on peut aussi parler du droit à la réparation. Bien sûr, il y a des réparations judiciaires et non judiciaires. Certes, la CVJR va faire beaucoup de travail et soumettre sa recommandation, mais il y a aussi la réparation judiciaire. Donc, je vais même donner un exemple dans le cadre du procès contre Aliou. Lui a été condamné à, bien sûr, à indemniser, voire à dédommager les victimes, mais il se trouve que Aliou n'est pas solvable. Ça, c'est aussi une limite des réparations juridiques, d'où la nécessité... Il y a des fonds qui sont là pour cette solvabilité, non? Non, il n'y a pas un fonds proprement dit pour pallier cette insolvabilité, mais il faut surtout, peut-être l'occasion que nous avons pour pallier cette insolvabilité, c'est aussi d'accélérer un peu le travail de la CVJR pour que la CVJR puisse effectivement faire très rapidement son travail d'audition des victimes, son travail de recommandation, bien sûr, au gouvernement, et que le gouvernement de son côté s'approprie le rapport de la CVJR pour effectivement mettre en œuvre des programmes de réparation pour parler bien sûr à l'insolvabilité des accusés. Donc ça veut dire qu'on va au procès, certes les victimes vont accéder à la justice, certes les coupables vont être punis, mais derrière les victimes n'auront pas de réparation puisque les coupables seraient insolvables. Donc d'où la nécessité de compléter avec les réparations non judiciaires. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de blocage à ce stade? Et ce n'est pas un blocage proprement dit, mais prime abord, il faudra qu'il y ait justice, prime abord. Parce que ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire que la seule attente des victimes, c'est de pouvoir avoir ces réparations. Non. Les victimes veulent d'abord, à mon avis, je parle sous le contrôle de madame, veulent d'abord la justice. Je pense que la réparation ne doit venir qu'après. Pour les victimes, bien sûr, qui vont saisir les juridictions. Donc, à ce niveau, on ne pourra pas dire qu'il y a un blocage, mais on pourrait peut-être parler d'un problème de dysfonctionnement. Des dysfonctionnements qui n'est pas forcément législatif ou légal, mais c'est plutôt un dysfonctionnement pratique dû au fait que les accusés ne sont pas solvables. On a le même problème au niveau de la CPI quand certaines victimes n'arrivent pas à être réparées par les bourreaux au motif que les bourreaux n'ont pas de fonds ou n'ont pas d'argent dans leur compte pour bien sûr réparer les préjudices causés. Ok, on retourne vers Madame Amina Maïga. Les victimes demandent leur implication quand même dans la recherche de la justice. Est-ce à dire qu'elles ne sont pas impliquées? Bon, les victimes ne sont pas toutes impliquées vraiment. Parce qu'on dit implication des victimes.
nous voulons être impliqués dans tous les processus, vraiment. Et vous avez été exclu de quel processus notamment? Bon, le processus qu'on veut dire maintenant, par exemple, parlons du processus de la paix. Nous sommes des victimes, on veut la paix, donc on a des messages à lancer vraiment. On veut être impliqué dans ce processus. Nous voulons aussi connaître la vérité, comme vous venez de dire, sur la justice transitionnelle. Donc nous pensons que la justice transitionnelle, en tant que victime, vraiment c'est très important pour nous, parce que ça nous aide à connaître la vérité, qu'il y ait paix, qu'il y ait réconciliation, et puis éviter aussi la non-répétition. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Abdoulaye Doucouré, vous, au niveau de JPREC, est-ce que vous trouvez que les victimes, comme on l'a si bien dit, la conclusion du rapport, est-ce à dire que les victimes ne sont pas tout à fait impliquées? Merci, M. Sidibé. Moi, je dirais que oui, les victimes sont impliquées, mais pas tellement au fait. Je ne vais pas contredire madame. En termes d'implication, parce que c'est à plusieurs niveaux au fait. Je prends un exemple simple. Elle dit, un passage du rapport qui dit, si, je récite un cri d'une victime, si on pouvait accéder à toutes les radios libres de ces pays pour dire de quoi nous souffrons réellement. Donc, vous voyez directement qu'il y a une limite dans ces implications. Mais que cela ne tienne, on peut dire que les victimes sont d'une part ou d'une autre impliquées. Quand on essaie de voir dans le processus de justice transitionnelle à travers, par exemple, la CVGR, je parle sous le contrôle de commissaires, les dépositions, c'est les victimes qui font des dépositions auprès des différentes antennes régionales. Donc, ça veut dire que les victimes ont déposé. Ce rapport, qui est une source d'information pour la CVGR, ça a été rappelé, tout comme d'autres chercheurs, les étudiants et ainsi de suite, c'est une source de travail pour la CVGR. La CVGR peut trouver pas mal d'informations par rapport aux victimes, leur répartition géographique, leurs besoins spécifiques en classifiant réparation, besoin de justice, besoin de réforme, même besoin de la recherche de la vérité qui sont dans ce rapport-là. Mais ce qu'il faut aussi dire, la CVGR ne va pas juste, je parle, monsieur le commissaire, sous votre contrôle, la CVGR ne va pas juste prendre ces sources et puis implanter dans leurs rapports, mais ils analysent, ils vérifient, ils contrôlent réellement si réellement les informations, vérifient les informations. La logique, c'est ça que la logique voudrait que ça soit comme ça. Donc je crois que ça va être comme ça. Et dans la même dynamique, la CVGR va aussi mener des investigations sur les faits. Nous sommes en partenariat Avocats sans frontières à travers le projet JPREC, à travers un autre projet renforcement de la commission. Nous travaillons ensemble dans beaucoup d'éléments de leur mandat, notamment la question de la cartographie de violations graves des droits de l'homme de 1961 jours. Et sous peu, je crois que c'est programmé des investigations, c'est dans le cadre de la recherche de la vérité. Donc là, là, les victimes seront impliquées parce que quand un événement relaté dans cette cartographie et qu'il y a une déposition qui asserte réellement que tel événement a laissé des victimes de telle année, de tel lieu, et que c'était tel groupe qui était dans opère telle ou telle exaction. Donc je crois que les confrontations, je parle sous contrôle des juristes aussi, lien de causalité, c'est comme ça que ça s'est créé, pour confronter les faits et puis trouver des preuves réellement que dans tel événement, il y a eu ceci, cela. Et c'est sur ces cas que la stratégie d'enquête va être montée pour compléter nos savoirs sur les événements du passé. Selon vous, est-ce qu'on peut parler à ce stade de blocage? Moi, je ne dirais pas, non, il n'y a pas de blocage en réalité, parce que blocage, oui, c'est normal que les victimes demandent beaucoup plus d'implication, c'est normal, c'est de leur droit, parce qu'on parle à leur nom, toute la stratégie doit être montée avec leurs préoccupations centrales. Donc c'est pour cette raison, il est évident, quand on essaie de faire même une petite comparaison, dans tout contexte où il y a expérimentation de justice transitionnelle sans la voix des victimes a été un échec. Je prends le cas de
Timor-Leste, où ils avaient consulté les victimes bien avant de mettre en place la commission vérité-justice, leur commission vérité. Ben, il s'est avéré réellement qu'il y avait un autre problème plus majeur qui n'était pas prévu dans le cadre de leur commission. Mais avec cette consultation, cette implication des victimes, ils ont juste associé cet élément. Je prends un autre exemple, le cas de la Colombie. C'est vrai, la Colombie a expérimenté pas mal de processus de justice traditionnelle, mais le dernier processus qui date juste de 2 ans, mais il y a eu un accord de paix. L'accord de paix a été soumis au référendum. Le peuple a rejeté. Donc ça a permis au peuple, à la population, aux victimes de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui est en train d'être négocié entre le gouvernement et les groupes armés. Donc c'est une manière de leur faire imprégner, de prendre position. Et quand ça a été bloqué, ils ont été obligés de réviser. Mais on dirait au Mali, c'est vraiment un reproche que les gens font. L'accord n'a pas été vraiment inclusif de façon à ce que les gens puissent connaître, donner leur point de vue avant même son adoption. Donc là, sur ce point, on peut dire que c'est vrai, les victimes doivent chercher à être impliquées dans le processus de la paix. Très bien. D'accord, on va venir à la CVJR, mais le temps pour nous de parler quand même de quoi souffrent les victimes. Vous avez tantôt cité. Donc, s'ils pouvaient avoir accès aux radios libres, ils allaient dire de quoi ils souffrent. Alors, madame, est-ce que vous pouvez nous citer quelques mots dont vous souffrez en ce moment avant d'en venir à la CVJR? Je vous remercie vraiment. Les victimes souffrent beaucoup, effectivement, il a dit. Parce que moi, je parle au nom des victimes, c'est pour faire porter la voix des victimes. Il y a beaucoup de souffrances au niveau des victimes sur tous les plans. Allez-y, Vraiment, sur tous les plans. Même le fait que les victimes ne sont pas informées dans beaucoup de choses, c'est une souffrance. Par exemple, aujourd'hui, avec le séminaire de la JPREC, on a compris beaucoup de choses. Même ce qui se passe réellement au niveau du gouvernement, nous, on a compris. Au niveau de la justice, on a compris. Au niveau de la, comment dirais-je, votre justice, la justice transitionnelle, on nous a expliqué beaucoup de choses. Et puis, avec ce séminaire aussi, bien qu'on a beaucoup de souffrances, on a parlé de nos souffrances, par exemple, en action humanitaire. Ça, c'est au niveau national, même au niveau des régions. Et puis, ce dont on souffre, on dit que les partenaires, ils n'ont qu'à se diriger vers le nord. C'est là-bas qu'il y a des déplacés, alors que les déplacés aussi, il y en a au niveau national. C'est un cas qui est très important. On a besoin aussi des projets. Nous, en tant qu'organisation des victimes aussi, on a un blocage qui est très important, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Parce qu'en tant qu'organisation des victimes au niveau national, nous voulons faire des déplacements au niveau des régions, les localités qui sont les plus touchées, pour voir nos coordinateurs discuter des problèmes des victimes et ce qui se passe réellement. Et puis même au niveau de la CVJR aussi, on a un partenariat avec la CVJR. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'actuellement, on est informé de tout ce qui s'est passé réellement. Ok. D'accord. Donc, le temps de préciser que le débat porte sur la justice transitionnelle au Mali. Comment rendre le processus efficace et inclusif avec nos invités Abdoulaye Doucouré du JPREC, commissaire Mamoutou Diabaté de la CVJR, Aïdara Amina Maïga, présidente du Conseil national des victimes, et Drissa Traoré de l'AMDH. Alors, commissaire Mamoutou Diabaté, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir avec la publication de ces rapports? Bon, j'avais dit que nous sommes dans un processus d'élaboration d'une politique de réparation en faveur des victimes. Parce que la loi qui a été votée en 2012, c'est une loi qui n'est pas inclusive, donc qui ne prend pas en compte toutes les victimes. Donc ça veut dire même dans l'application, ça va poser des problèmes. Donc nous avons dit qu'il faut qu'on travaille, n'est-ce pas, à élaborer, n'est-ce pas, une politique de réparation. Et cette politique de réparation ne peut pas être faite si nous n'avons pas, n'est-ce pas, les besoins des victimes. Et JPREC a fait une étude sur les attentes des victimes et nous attendons le rapport de JPREC.
Et nous avons travaillé avec un consultant qui est parti il y a juste 2 semaines. Le rapport a été remis hier à la CVGR. Oui, le rapport a été remis à la CVGR, mais c'est peut-être lundi à la plénière que le rapport va être présenté à l'ensemble des commissaires. Et peut-être officiellement, le président va peut-être remettre les rapports aux différentes sous-commissions que nous allons exploiter. Notre sous-commission, qui est sous-commission soutien aux victimes et réparation, nous allons analyser au sein de notre sous-commission. Et c'est la base de ça, nous allons peut-être commencer à poser, n'est-ce pas, les jalons, n'est-ce pas, de notre politique de réparation. Et cette politique de réparation qui sera assortie d'une loi, et nous nous proposons que ce travail soit achevé d'ici la fin de l'année. Donc c'est cette politique de réparation qui va permettre à l'État, avec les recommandations que nous allons faire dans notre rapport, pour voir qui ont droit à la réparation et quelles sont les recommandations faites par la CVGR dans le sens, n'est-ce pas, de la réparation et même dans le sens, n'est-ce pas, de la garantie de la non-répétition. Parce que tous les problèmes, c'est à ce niveau. Parce que j'avais dit que ça peut amener des réformes institutionnelles, comme ça peut amener une réforme même constitutionnelle, et avec des propositions, n'est-ce pas, de réparation mémorielle, ça peut être des statues, des monuments, ça peut être autre chose, mais également des questions de restitution. Ça, il faut le dire. Question également de satisfaction, parce que la victime qui est reconnue en tant que victime, ça c'est déjà une reconnaissance. Et lui, il a parlé, n'est-ce pas, d'une complémentarité entre cette justice traditionnelle et la justice classique. Nous sommes dans la justice traditionnelle et nous travaillons de façon que cette complémentarité puisse permettre qu'on sorte vraiment, qu'on puisse aller vers la réparation. Parce que le fait que quelqu'un soit jugé d'un fait, ça c'est déjà une réparation. Ça c'est déjà une réparation. Quand on prend les cas de Aliou, on prend les cas, n'est-ce pas, de Almadi qui ont été jugés. Pour moi, ça c'est un début de réparation. Donc nous allons faire de façon que cette réparation puisse se passer, mais notre vocation n'est pas d'aller vers la réparation, mais de faire des recommandations dans le sens de la réparation. Et ce rapport, comme il est déjà prêt, et dans les prochains jours, nous allons travailler à élaborer notre politique de réparation. Et là, les victimes vont être impliquées du début jusqu'à la fin, parce que notre cible, c'est les victimes. Nous, on ne travaille pas sur les bourreaux, mais on travaille avec les victimes, parce qu'il s'agit de la recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité, on ne peut l'avoir qu'avec les victimes. Très bien. Alors, à la remise du rapport hier, le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation a précisé que le document va servir quand même de document de travail pour la CVJR. Alors, Drissa Traoré, vous, au niveau de l'AMDH, est-ce que vous pensez que la situation va évoluer? Oui, nous restons optimistes malgré bien sûr les insuffisances et les goulots d'étranglement qui sont nombreux. Et nous sommes optimistes, mais nous demeurons convaincus que seule la lutte contre l'impunité pourrait bien sûr allier bien sûr à un mécanisme de vérité, pourrait permettre non seulement de répondre bien sûr aux droits des victimes, mais aussi aux besoins bien sûr de la vérité et des réparations, mais aussi de contribuer au rétablissement de la paix. Puisque vous le savez, l'impunité est l'une des causes du conflit. Alors pour aller vers une paix durable, il convient bien sûr pour les autorités de mettre la lutte contre l'impunité au cœur de leurs priorités, pour bien sûr permettre aux victimes non seulement d'accéder à la justice, aux réparations, comme je l'ai dit, de revenir aussi à un état de droit. C'est là quand même important à notre avis. Ok, Abdoulaye Doucouré, rapidement, est-ce que la situation va évoluer après? Oui, la situation va évoluer, ça, et je n'en doute même pas. D'abord, avant de donner mon point de vue par rapport au futur, et juste une précision par rapport... rapidement, parce que le temps... Ok, en termes de prise en charge ou d'accompagnement et la réparation, le commissaire a si bien dit, effectivement c'est ça. Je profite de votre micro pour encore sensibiliser sur ce point. En termes de réparation, dans le cadre de justice traditionnelle,
personne n'est habilité à réparer si ce n'est pas l'État. C'est l'État qui est débiteur des droits humains, c'est l'État qui est le premier responsable à réparer. Et cette réparation vient après le rapport de la CVGR que l'État a mis en place. C'est la CVGR qui va produire son programme de réparation de façon générale, qui peut être individuelle ou collective. Et aussi des recommandations. Dans ces recommandations, il peut y avoir des questions, si on compare avec d'autres contextes, questions de pardon national, question d'amnistie, question de ceci, question de cela. Mais rien ne peut être entrepris avant les rapports de la commission. Je dis ça en faisant référence à des débats d'actualité sur les propositions du chef de l'État, dire une loi sur la conférence d'attente. Le principe voudrait qu'on attend le rapport de la CVGR avec les recommandations pour initier une telle loi. D'accord. Merci Abdoulaye Doucouré, vous êtes du JPREC, commissaire Mamoutou Diabaté, CVJR, merci. Aïdara Amina Maïga, présidente du Conseil national des victimes, merci. Merci à vous, Drissa Traoré de l'AMDH. Alors nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou et mis en onde par Nouhoun Djiré. La régie vidéo est assurée par Salim Diouara, Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.